Alors, bienvenue tout le monde pour ce conseil spécial du 15 décembre. Ce soir, nous aurons deux conseils. Le premier pour le budget. Il y aura un deuxième conseil là, pour différents points. Donc, on débute avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer. L'appuyer. Donc, avant de faire l'adoption du budget pour l'année 2022, je vais vous présenter les particularités importantes qui apparaissent au budget de l'exercice 2022, ainsi que les différents taux de taxes et compensations qui deviendront exigés. Donc, il s'intitule notre budget cette année, Agir maintenant pour un demain vert et prospère. Le conseil municipal dépose ce soir le budget de fonctionnement de la ville de Saint-Eustache pour 2022. C'est une nouvelle année qui débutera bientôt. On ne sait pas à quel point elle sera encore marquée du sceau de la pandémie, mais on n'a qu'à voir la situation actuelle. Quoi qu'il arrive, cette crise sanitaire demeurera un marqueur dans l'histoire. Il y a eu un avant-COVID, il va y avoir un après-COVID. Mais l'après ne sera plus jamais comme avant, nous en sommes tous conscients. Tout au long de cette crise, il a fallu s'accrocher, s'adapter, innover. Poussé par la nécessité, on a mis en place de nouvelles façons de faire, de fonctionner. La crise sanitaire nous a amené à réfléchir en accéléré. Mais nous n'en sommes qu'au début de cette réflexion. Car depuis, nous avons vu émerger de nouvelles réalités, notamment en matière de télétravail, de technologie de l'information et d'affaires électroniques. Nous avons fait un énorme bond en avant d'un seul coup. Ces nouvelles réalités sont là pour rester. Cette crise nous a plongés dans une zone de turbulence dont nous n'avons pas fini de subir les effets. Car elle entraîne dans son sillage une forte inflation. Et voyons un peu l'évolution fulgurante de l'indice des prix à la consommation pour la région de Montréal. Et le portrait que je vous ai présenté, c'est entre octobre et octobre. Ce matin, nous avions l'information qu'en novembre, elle est de 5,2, l'inflation. Comme organisation de services, l'inflation nous atteint aussi de plein fouet. Sur un budget annuel, il faut savoir que plus de 2/3 vont au salaire et au contrat qui s'indexent annuellement. Juste pour vous donner un exemple, les contrats pour le déneigement augmenteront de 650 000 pour la saison 2022-2023. On ne parle pas ici d'investissement durable, juste d'une dépense pour une substance qui disparaît au printemps. Et ces hausses, on les subit un peu partout. Dans toutes les villes, le contexte est le même. Et pour rendre l'exercice encore plus complexe, nous devions ajouter cette année le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation qui s'est apprécié bien au-delà de l'inflation. Ce travail, je le précise, est effectué par une firme externe, indépendante, selon des critères fixés par la loi sur la fiscalité municipale et ses règlements, ainsi que par des normes dictées par l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. En aucun temps, la Ville n'intervient dans la fixation des valeurs des propriétés. La valeur inscrite sur l'avis d'évaluation tient compte des caractéristiques physiques des immeubles, tel l'état de la propriété, sa localisation et son environnement. Et elle reflète les conditions du marché immobilier qui prévalaient le 1er juillet 2020. C'est à cette date précise que se fait l'arrêt sur image. Déjà à cette époque, le marché immobilier était en ébullition. Le nouveau rôle le reflète inévitablement. Ce qui n'est pas nécessairement négatif, puisque ça indique que le patrimoine individuel et collectif s'enrichit. Le présent tableau résume la variation moyenne des nouvelles valeurs au rôle. Avec ces nouvelles valeurs inscrites au rôle, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Saint-Eustache s'établit à 328 903. Voyez l'évolution de la valeur moyenne d'une maison unifamiliale depuis 2007, qui est pratiquement passée du simple au double. C'est donc dire que le patrimoine individuel s'est considérablement enrichi. Quelles sont les causes de ces variations dans les différents secteurs? D'abord, la fluctuation du marché immobilier. Les effets de la pandémie ont en effet créé une surenchère du secteur résidentiel provoquée par l'augmentation de la demande et de la baisse de l'offre.
À ceci s'ajoute la rareté des terrains vacants, surtout pour les secteurs résidentiels et industriels. Comme autre facteur expliquant la variation, l'augmentation de la valeur des immeubles commerciaux malgré la situation sanitaire, grâce aux compensations gouvernementales, et enfin, comme dernier facteur, la forte augmentation de la demande pour les immeubles industriels. Pour établir les paramètres financiers du budget 2022, nous devions donc d'entrée de jeu composer sur la base des trois prémices incontournables. Un contexte de forte inflation, un nouveau rôle en forte augmentation avec des variations importantes d'une catégorie à une autre et une crise sanitaire toujours présente. Laissez-moi vous dire que nous avons jonglé très fort pour ne rien sacrifier des projets vitaux pour l'économie et l'essor de notre ville, pour mener de front une lutte responsable au changement climatique, et ce, en maintenant la qualité et la diversité des services offerts à la population. À tout ceci s'ajoutait la nécessité d'ajuster les taxes de service pour les amener à leur coût réel et par-dessus tout notre volonté de respecter la capacité de payer des contribuables qui sont encore en période de crise. Rassurez-vous, malgré la complexité, nous avons réussi à jongler avec tout ça. Nous vous présentons donc un budget de 88,9 millions tel que présenté à l'écran. Des dépenses qui sont aussi réparties avec les charges de fonctionnement. Il faut donc maintenant passer à la présentation des taux de taxation. La taxe foncière générale, le taux par 100 $ d'évaluation, et là, vous voyez les différentes catégories. Pour atténuer grandement l'impact des nouvelles valeurs inscrites au rôle d'évaluation, dans tous les secteurs, nous avons modulé les différents taux et établi des taux distincts de manière à ce que le niveau d'augmentation moyen du compte de taxe soit similaire pour toutes les catégories de bâtiments. Débutons par le taux de taxe pour le secteur résidentiel qui a été abaissé à 56,51 100 $ d'évaluation en baisse de 15,2 %. Pour ce qui est de la catégorie agricole, nous conservons à nouveau un taux distinct en 2022. Celui passe donc de 64,74 à 56,45 du 100 $ d'évaluation en baisse de 12,8 %. Le taux pour les immeubles de 6 logements et plus qui ont connu une hausse plus modérée au rôle d'évaluation s'établit à 61 sous, une baisse équivalente à 10,5 %. Les terrains vagues desservis en zone urbaine ont connu une forte hausse au nouveau rôle, sans doute la plus importante de toutes les nouvelles valeurs, principalement en raison de la forte demande et de la rareté. Pour atténuer l'impact, le taux de taxe pour ces terrains passe de 1,3330 à 1,1302, ce qui amène la variation à la baisse d'un pourcentage égal à celle des propriétés résidentielles, soit 15,2. Les taux de taxe pour le secteur commercial passent de 2,0369 à 1,7245, une baisse de 15,3 %. Et pour le secteur industriel, le taux passe de 2,0369 à 1,7017, en baisse de 16,5 %. Pour ces deux secteurs, les taux demeurent encore une fois compétitifs face à ceux observés dans la région métropolitaine. La contribution au fonds patrimonial est toujours fixée à 1 sou du 100 $ d'évaluation et la contribution du fonds de prévoyance pour les changements climatiques et l'environnement demeure pour cette année encore fixée à 1 demi-sou du 100 $ d'évaluation. Passons maintenant aux taxes de service qui connaîtront certains ajustements nécessaires en 2022. Ces ajustements visent à les amener à leur coût réel, ce qui est absolument nécessaire tant pour la gestion que pour les prévisions. Mais ces ajustements sont somme toute limités. C'est un choix que nous avons fait d'illustrer le coût de ces services plutôt que tout bonnement les englober sous la taxe générale par souci de transparence et surtout pour sensibiliser les citoyens au coût réel de ces services. L'inflation étant ce qu'elle est, ces services y sont soumis comme tout le reste. C'est la taxe d'eau qui connaîtra un plus grand écart cette année avec une hausse de 40 $ qui reflète le coût réel. J'aimerais rappeler que la taxe d'eau n'a pas connu d'augmentation ces 4 dernières années, alors que les coûts de production et de traitement, eux, augmentent sans cesse.
Mais si on arrête une minute pour penser, par exemple, à tout ce qu'une famille de 4 personnes consomme en eau potable dans une journée, une semaine, une année, pour des gestes aussi courants que prendre une douche, laver la vaisselle, faire la lessive, arroser les plates-bandes, remplir la piscine, etc., on réalise vite que 193 $ pour une année, c'est vraiment peu cher payé. On parle de 3,77 $ par semaine pour de l'eau, et on sait que l'eau égale la vie. Pour les taxes d'égout, de déchets, les ajustements sont minimes. Une hausse de 5 $ pour la taxe d'égout qui s'établit à 186 $ en 2022. Nos contrats étant étalés sur quelques années, l'augmentation pour la taxe sur les déchets connaît une hausse minime de 1 $. La contribution pour le transport collectif demeure au même tarif, soit à 181 $ grâce au transfert des surplus de l'ancien CITL. Les mêmes mesures d'atténuation s'appliqueront aussi cette année pour les immeubles d'habitation à logement multiple, soit 181 $ pour le premier logement et 90,50 $ pour chacun des autres unités. C'est ici que j'arrive avec une nouvelle rassurante. Au total, en tenant compte de l'ajustement des taxes, de services, nous avons réussi, malgré le contexte difficile, à contenir l'augmentation totale du compte de taxes d'une maison de valeur moyenne de 328 903 $ à 2,88 %, soit un taux nettement inférieur à celui de l'inflation. Examinons le tableau de la taxation. On y observe une variation de l'augmentation de 1,40 % de 2020 à 2022, soit une augmentation de 0,70 % par année seulement. Et ce, en considérant que l'année 2021 a été une année d'exception. En effet, l'aide gouvernementale reçue et le budget qui a été ajusté à la situation de la pandémie nous ont permis de comprendre la réalité des contribuables affectés par la crise et de ce fait même d'être solidaires. Non seulement le compte de taxes l'an dernier n'a connu aucune hausse, mais la très grande majorité des propriétés situées en zone urbaine ont connu une baisse du compte de taxes de 1,43 %. Ainsi, quand vous voyez le tableau, de 2020 à 2022, l'augmentation réelle du compte de taxes pour la maison moyenne se situe à aussi peu que 37,72 $. Donc, je vais prendre une petite gorgée, si vous permettez. J'arrive donc aux principaux projets. Ceci conclut la présentation des paramètres financiers. Il faut maintenant passer à la présentation des principaux projets qui marqueront l'année 2022. Le choix que nous avons fait se reflète dans le thème même que nous avons accolé à ce budget, agir maintenant pour un demain vert et prospère. Ceci implique que nous devions penser plus loin et prendre acte avec lucidité et responsabilité des grands défis qui nous interpellent, soit la gestion de la pandémie et la lutte que nous devons absolument mener contre les changements climatiques. Nos priorités, nous les avons donc axées sur la relance et le développement économique garant de prospérité, l'environnement et les moyens d'assurer la meilleure qualité de vie possible à nos concitoyens. Dans ces projets, vous verrez, il y a beaucoup de premières, à débuter par la création dans la zone d'innovation agricole, mieux connue sous l'acronyme ZIA. C'est quoi le ZIA? C'est un projet circulaire et intégré qui comprend d'abord une ferme-école, soit un programme de gestion agricole dispensé en classe et sur le terrain par le cégep Lionel-Groulx, sur une terre adjacente à notre parc nature. Le projet se concrétise et le cégep Lionel-Groulx débutera l'enseignement théorique de son programme dès janvier. La ZIA comprendra aussi à moyen terme un incubateur agricole qui lui offrira des espaces locatifs dotés d'équipements agricoles et qui offrira en plus le support et l'accompagnement de professionnels et d'agronomes. Il est prouvé que ce modèle offre toutes les conditions nécessaires à la création d'entreprises qui seront viables financièrement et autonomes lorsqu'elles quitteront l'incubateur. Ce projet se complète enfin par un parc bioalimentaire. Ce parc d'innovation vise à offrir aux agriculteurs de la relève de petites terres pour leur permettre de les exploiter selon les principes de l'agriculture biologique intensive.
Je peux vous dire que les terres des plus petites superficies pour la culture maraîchère, à proximité des grands centres, sont devenues extrêmement rares, inversement à la demande qui, elle, est énorme. Non seulement elles sont rares, mais pour la plupart, elles sont inaccessibles à la relève. Ce projet nous positionne parmi les précurseurs de ce qui sera l'agriculture de demain. Il s'inscrit en droite ligne avec toutes les récentes dispositions du projet de la loi 103 du gouvernement, qui souhaite ainsi favoriser l'accès aux terres pour la relève et ramener l'agriculture vers des dimensions plus nourricières et plus locales. Sur un territoire comme le nôtre, dont 70% de la superficie est située en zone agricole, c'est aussi novateur que de développer un parc d'affaires en zone blanche. Ça valorise le secteur, ça crée du dynamisme économique, ça stimule l'agrotourisme et ça procure du travail bien rémunéré et valorisant aux jeunes de la relève. Ça génère aussi des revenus substantiels pour la ville, donc pour la communauté. Et ça amène à consommer local avec toutes les retombées positives que cela entraîne pour l'environnement et la santé. Et puisque nous sommes sur le sujet du développement économique, ceci m'amène à vous parler maintenant des perspectives de développement de nos autres secteurs. Année après année, Saint-Eustache progresse. Même en période de pandémie, nous avons réussi à tirer admirablement notre épingle du jeu. Au moment de vous parler, la valeur engendrée par l'émission des permis pour l'année 2021 est de 126 millions et tout porte à croire qu'elle s'élèvera à 130 millions au 31 décembre de cette année. On parle ici d'une croissance de 57,2 à cette date et une projetée de 62 pour la fin d'année. Au plan commercial et industriel, on aura aussi connu une belle croissance malgré la crise sanitaire. À la fin de l'année 2019, donc en période hors pandémie, on recensait 97 nouvelles entreprises sur le territoire de Saint-Eustache, dont 10 industries et 87 commerces. Et maintenant, soit en 2020-2021, le rythme s'est maintenu et même accéléré avec la création de 215 nouvelles entreprises, dont 37 industries et 178 commerces. Croyez-moi, ça va continuer de bouger. Nous pouvons être résolument optimistes en ce qui a trait aux perspectives de développement économique en 2022. Nos projections, très conservatrices, sont d'environ 106 millions en valeur générée par l'émission de permis pour l'année à venir dans différents secteurs et notez que ce chiffre est très conservateur. L'engouement pour l'Unopac ne faiblit pas et nous sommes hyper confiants que les quelques terrains qui restent trouveront rapidement preneur. Nous travaillons à développer d'autres secteurs industriels et projets domiciliaires en collaboration avec le privé. Toujours dans une perspective d'un développement propre, respectueux du milieu et de la qualité de vie de nos résidents, et en ce qui a trait à nos affaires commerciales, un mandat a été accordé à la firme Apure pour développer un concept visant à améliorer le look et surtout la convivialité de la rue Saint-Laurent. Et nous poursuivrons en parallèle le développement du concept du réaménagement du boulevard Arthur-Sauvé-Sud. Et je n'ai pas à vous rappeler à quel point ce secteur fourmille d'atouts avec un terminus d'autobus, duquel part un express vers le métro, un carrefour institutionnel régional, la proximité du REM et sa situation à quelques pas du vieux Saint-Eustache. Le potentiel du boulevard est grand et nous voulons l'exploiter à fond. Bien entendu, le marché public sera encore cette année tenu dans le vieux Saint-Eustache, toujours plus animé, et d'année en année, son succès dépasse toutes les prévisions. Et vu l'engouement et l'enthousiasme qu'a suscité la tenue du premier marché de Noël dans les jardins du manoir, il va de soi que ce marché est là pour rester. Avec près de 10 000 visiteurs cette année, la réponse des citoyens est telle qu'on l'espérait. Je tiens ici à souligner l'excellent travail accompli par les équipes, à commencer par celle de Tourisme Basse-Laurentide, secondée par nos services des travaux publics, notre service des communications, de même que toute l'équipe d'art et culture. Bravo à tous et merci d'avoir su insuffler de la magie dans le cœur des gens. Le marché de Noël, on vous le promet encore plus beau, plus grand et plus diversifié en 2022. Chose certaine, je vous le répète, les perspectives en matière de développement économique sont excellentes. Notre service de développement économique, IT Saint-Eustache, est à pied d'œuvre et poursuit son magnifique travail.
De nombreux projets d'envergure verront également le jour en 2022. Nous aurons le plaisir d'y revenir, soyez-en assurés. Pour poursuivre sur le plan des projets qui seront réalisés en 2022, nous avons deux refontes importantes. Celle de toute la réglementation d'urbanisme, comprenant le règlement de zonage, de lotissement, de construction, etc., qui sera ultérieurement arrimé au schéma d'aménagement de la MRC. Nous procéderons également à la refonte de notre site Internet. Vous savez, à l'heure du 2.0, un site Internet se doit d'être performant et d'offrir les meilleures fonctionnalités à ses utilisateurs. Je souligne que l'arborescence du site, c'est-à-dire la structure de l'information qu'il doit contenir, a été développée en collaboration avec les citoyens qui ont participé à des ateliers spécialisés à cette fin. Dans un autre ordre d'idée, c'est également en 2022 que nous nous doterons d'un plan de mobilité urbaine. La mobilité, vous savez, est un sujet sensible et primordial, tant pour la compétitivité de notre région que pour la qualité de vie des citoyens et la qualité de l'environnement. Nous travaillons donc activement à la réalisation de ce plan, accompagné par une firme experte en mobilité. Ce plan nous donnera une vision d'ensemble sur les interventions posées. Une consultation publique a été menée en amont du processus sur la plateforme Imaginons Saint-Eustache pour établir un portrait de la situation. Une autre consultation se tiendra au cours des prochains mois pour la présentation du plan préliminaire. La mobilité, ça ne se limite pas au déplacement en voiture. Un citoyen doit avoir l'option de se déplacer autant en voiture, à pied, à vélo ou en transport en commun de façon sécuritaire et efficace. En travaillant à offrir des alternatives à l'automobiliste solo, nous initions un changement dans les habitudes de déplacement qui auront certainement un impact positif sur notre environnement. C'est pourquoi l'étape du plan que nous réalisons présentement est primordiale. Et n'oublions pas de plus qu'avec l'arrivée du futur réseau express métropolitain, soit le REM, à Deux-Montagnes, nous aurons un accès rapide et efficace à la métropole. L'opportunité est là et nous allons la saisir. Qui dit mobilité, dit aussi infrastructure. En 2022, nous allons poursuivre le réaménagement du port industriel qui avait été retardé pour la réfection du petit pont appartenant au MTQ. Les travaux pourront donc reprendre dès le printemps et nous en profiterons pour faire 2 phases dans cette même année. Vous serez également heureux d'apprendre que nous souhaitons nous doter cette année d'un nouveau concept d'aménagement pour la rue du Bois, entre la rue Antoine-Séguin et la 25e avenue. Un mandat sera donné à cette fin. Nous souhaitons en faire un boulevard urbain avec une piste cyclable protégée. Il est raisonnable de croire que ce concept comprendra l'ajout d'une voie de circulation sur la rue du Bois qui permettrait de tourner à droite sur la 25e avenue. Et puisque nous parlons du carrefour stratégique 25e avenue autoroute 640, sachez que nous continuons nos représentations auprès du MTQ pour son réaménagement. Le problème de congestion ne peut plus durer. Nous l'avons dit au MTQ, vous l'avez dit aussi massivement en participant au-delà de 10 000 signataires. Cependant, je peux quand même vous dire que les choses devront bouger. Dans ce dossier, nous demandons au MTQ de donner rapidement un mandat pour l'analyse préliminaire de la modification de la sortie de l'autoroute. On souhaite arriver à une entente avec le MTQ afin que les travaux débuteront le plus tôt possible au printemps 2023. Chose certaine, nous voulons arriver à résoudre ce problème avec le MTQ et on garde le cap. Et je vous annonce que nous avons une rencontre demain après-midi où ce que je viens de vous mentionner vont être mentionnés de toute flèche avec le MTQ. Par ailleurs, dans l'espace financier d'environ 10 millions que nous nous accordons chaque année, soit l'équivalent des sommes qu'on rembourse sur les emprunts, auxquels on ajoute un espace financier procuré par des subventions et des contributions de tiers, auxquels s'ajoutent aussi des sommes en provenance du fonds de carrière et sablière, du fonds patrimonial et du fonds de roulement, on pourra réaliser en 2022 des travaux pour une valeur de plus de 18,5 millions. Ces sommes seront allouées à divers travaux d'infrastructure, dont 5,3 millions en travaux de pavage sur les rues du Bois et industrielles,
D'autres sommes seront allouées à l'entretien et l'amélioration de nos bâtiments municipaux. Et en vertu du programme de la taxe sur l'essence Canada-Québec, 3 projets d'infrastructure majeurs seront entrepris en 2022, soit la séparation des égouts combinés sur les rues Villeneuve et du Moulin afin d'éviter les surbaisses, la construction d'un réservoir d'eau potable sur la rue du Bois, phase 2, et enfin le remplacement du système de désinfection à l'ozone à l'usine de production d'eau potable. Et je précise que ces 3 projets seront à 100% subventionnés, donc à coût nul pour les citoyens. En matière de sport, loisirs et culture, passons maintenant au chapitre où j'ai pour vous de bonnes nouvelles. 3,3 millions seront investis dans le programme d'amélioration des parcs et des plateaux sportifs, dont 1,7 million dans le prolongement et la réfection du réseau cyclable. Nous prévoyons notamment l'aménagement de 6 nouveaux terrains extérieurs de pickleball au parc Chénier, la réfection du terrain de baseball au parc Cœur à Cœur, la réfection du terrain de baseball sur les terrains de tennis au parc Rivière-Nord et des terrains, de tennis, parce que si on met le baseball et le tennis ensemble, ça ne fonctionnera pas. L'installation de nouveaux quais au parc Boisé-des-Moissons pour les activités nautiques non motorisées, l'aménagement d'un stationnement au parc École secondaire des Patriotes, la réfection des modules de jeu dans les parcs des Camélias, des Patriotes et Solange-Beauchamp, et enfin, l'implantation d'un jardin communautaire au parc Yves. On travaillera aussi sur un plan de développement de la ceinture verte dans le quartier des Îles et un mandat sera accordé à cette fin. D'autres projets retiendront notre attention, notamment en matière de culture. Cette année, nous allons souligner le 10e anniversaire de notre belle bibliothèque avec une programmation spéciale et surtout le lancement d'un nouveau service, le BPIOPUS. Il s'agit d'un véhicule adapté et identifié qui apportera la culture et la littérature jusqu'aux citoyens en sillonnant les rues, les parcs et qui sera présent dans le cadre de divers événements populaires. Il s'agit là d'une excellente façon de promouvoir les nombreux services qu'offre la bibliothèque et de les faire découvrir à des clientèles qui ne la fréquentent pas nécessairement. Et parce que vous les avez particulièrement appréciés cet été, vous serez heureux d'apprendre que les danses dans les différents parcs de la ville seront de retour durant la saison estivale. Parlons maintenant de sécurité publique. 3 projets seront réalisés en 2022. Premièrement, nous allons rapatrier les causes criminelles sommaires à la Cour municipale de Deux-Montagnes pour une meilleure efficacité judiciaire au niveau des condamnations. Les autorisations du ministère de la Justice ont été obtenues et ce rapatriement sera effectif dès avril prochain. Rappelons que par des causes criminelles sommaires, on parle notamment graffiti, bris des aménagements paysagers, vol à l'étalage, bris de conditions et récidivisme, cybercriminalité, voie de fait, conduite avec faculté affaiblie. Et c'est présentement des causes qui sont entendues à la Cour du Québec à Saint-Jérôme lorsqu'elles le sont. Car en 2019, 42% de ces causes n'ont pas été retenues par les procureurs et conséquemment n'ont pas obtenu de condamnation. Alors, vous verrez que pour notre service de police, des fois, c'est de travailler un peu dans le néant. Deuxièmement, nous nous attaquerons à la problématique de la violence conjugale en embauchant une personne en intervention sociale dont le mandat sera spécifiquement d'agir en amont et d'assurer un filet de sécurité rassurant aux victimes. Ce projet du service de police de notre ville s'est vu récemment octroyer une subvention du ministère de la Sécurité publique. Et nous étions très fiers de l'annoncer au début du mois en présence de la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault. Il permettra notamment de proposer des solutions alternatives au système judiciaire pour mieux répondre aux attentes des victimes, d'intervenir auprès des agresseurs afin de les responsabiliser face à leur comportement, d'être disponible lorsque la victime ou l'agresseur présente un besoin au moment opportun pour eux, et enfin, globalement, d'offrir une intervention adaptée. Alors, pour vous donner une image, c'est comme si on va travailler en 360 degrés. Ceux qui causent la violence, ceux qui la subissent, et aussi les témoins à ces causes-là. Dans un objectif de prévention, nous allons également offrir aux citoyens une zone d'échange sécurisée.
Voici deux exemples où cette zone d'échange pourrait être utile. Dans le cas d'une transaction sur un site de vente en ligne entre particuliers, un vendeur et un acheteur pourront ainsi se donner rendez-vous dans la zone sécurisée et réaliser l'échange en toute sécurité. Et de cette manière, on contribue à prévenir des fraudes. Elle pourra aussi constituer une zone neutre pour des parents ayant une garde partagée de leur enfant lorsque la communication est plus difficile. La zone d'échange sécurisée, bien éclairée et pourvue de caméras, sera située devant le poste de police sur la rue d'Orion. Deux espaces de stationnement bien identifiés seront réservés à cette fin. On souhaite, par cette initiative, que tous les citoyens l'utilisent afin de sécuriser leur échange tout au long de l'année et peu importe l'heure. Passons à présent à l'une de nos très grandes priorités, l'environnement et la lutte au changement climatique. Vous le savez, l'enjeu que posent les changements climatiques nous interpelle tous autant que nous sommes. Plus qu'une priorité, c'est un devoir de s'y attaquer maintenant. Les changements climatiques exercent déjà une pression énorme sur nos infrastructures, nos réseaux, les propriétés, l'environnement, ainsi que sur nos services municipaux. Quand je dis pression sur les services, je n'ai qu'à évoquer les crues printanières exceptionnelles, les épisodes de verglas, de grands vents, de sécheresse prolongée que nous avons connus ces dernières années et encore dans les dernières semaines. Tout ceci demande de la planification et de l'adaptation. C'est pourquoi il est nécessaire de nous appuyer sur un plan d'adaptation au changement climatique en vue duquel nous initierons un processus de consultation au cours des prochains mois. Ce plan lucide et responsable nous permettra non seulement d'évaluer les risques et de mettre en place des mesures pour les atténuer, mais aussi de planifier le développement de la ville en conséquence. Il comprendra notamment un plan canopé ambitieux. Vous savez que le verdissement de nos rues et de nos parcs, ça fait plus qu'embellir notre milieu de vie. La présence d'un couvert d'arbres fourni réduit l'émission de gaz à effet de serre et constitue une façon extrêmement efficace de lutter contre les îlots de chaleur. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons planter 1000 nouveaux arbres par année au cours de ce mandat en priorisant nos parcs et nos emprises de rue. Dans un autre ordre d'idée, vous savez qu'en 2035, soit dans 13 ans à peine, la vente de nouveaux véhicules à essence devrait être interdite au Québec. Il faut dès à présent se préparer à cette réalité. À cette fin, nous ajouterons en 2022 12 nouvelles bornes de recharge pour véhicules publics pour porter à 10 le total de nos bornes. Les constructeurs d'habitations neuves auront aussi dès cette année l'obligation d'inclure dans leurs plans et devis l'installation de bornes de recharge domestiques et je suis heureux d'annoncer que nous allons accorder une subvention de 250 $ à tout citoyen qui installe chez lui une borne de recharge domestique. Et présentement, les contracteurs assurent le filage jusqu'à l'endroit où pourra être installée une borne électrique. De notre côté, nous ferons l'acquisition de 2 nouvelles voitures électriques en remplacement de 2 véhicules municipaux en fin de vie utile. Et une autre bonne nouvelle, l'éco-centre pourra récupérer des matières en polystyrène qui seront ultérieurement valorisées. Une entreprise a en effet développé une technologie permettant de les utiliser dans la fabrication de bancs de pâte. Chose certaine, en matière d'environnement, nous allons nous donner les moyens de nos ambitions. Le Fonds de prévoyance pour les changements climatiques et l'environnement nous permettra d'investir dans des projets environnementaux tout en conservant une marge de manœuvre pour réagir aux impacts lorsque surviennent des événements climatiques extrêmes. Ceci conclut la présentation du budget 2022. Je le qualifierai de lucide et de responsable et aussi porteur d'espoir et générateur de solutions, malgré la crise pandémique toujours présente et la menace que font poser les changements climatiques. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice très rigoureux. Mes collègues du Conseil, tous les responsables de service et de façon particulière les membres de la Commission d'administration publique des finances et des ressources humaines, députée par Mme Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente,
M. Christian Bellemare, directeur général, M. François Bélanger, directeur général adjoint et directeur des services techniques et de l'environnement, M. Bastien Morin, directeur général adjoint et directeur des services administratifs, et notre nouvelle trésorière, Mme Jocelyne Montreuil, ainsi que M. Thierry Vallière, directeur du service de police. Le moment est venu de vous adresser mes meilleurs vœux pour la période des fêtes et pour l'année à venir. Que ce Noël où nous retrouvons les nôtres soit des plus doux et j'espère des plus sécuritaires. Je souhaite qu'il vous permette de faire le plein d'énergie et de plaisir et que l'année qui vient nous apporte à toutes et à tous espoir et confiance en l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Donc, maintenant, les amis, on passe donc à l'adoption de notre budget. Donc, j'ai besoin de proposeurs et appuyeurs, s'il vous plaît. J'aimerais proposer le budget qu'on vient de prendre connaissance. Merci, Mme Carignan. Un appuyeur? J'aimerais bien l'appuyer, M. le maire. Félicitations pour le budget et la présentation. Merci beaucoup. On doit faire aussi l'adoption du programme triennal qu'on avait déjà vu dans les dernières semaines pour les années 2022, 2023, 2024. Naturellement, c'est une planification qui est pour 2022 quand même bien précise. 2023, 2024, c'est un aperçu. Il peut y avoir des changements. Donc, je vais accepter un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Vous l'avez proposé, M. le maire. Je vais l'appuyer. OK, allez-y. Non, Mme Carignan, allez-y, vous êtes au budget. Bien sûr, allez-y. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, maintenant, il faut aller à la modalité de distribution du résumé du budget et du programme triennal des immobilisations. Il va être publié sur notre site Internet de la Ville, naturellement, et dans le journal de l'EREL. Donc, j'ai besoin d'un proposeur appuyeur, s'il vous plaît, pour cette modalité. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive à la période de questions des citoyens. On a reçu 3 questions de la même personne, donc de M. Paul Soriol. Sa première question, combien a été inscrit au budget en redevance pour les carrières sablières pour 2022? Alors, en fait, pour 2022, c'est 2 311 200 $ qui sera au programme triennal d'immobilisation. C'est sûr qu'on peut aussi mentionner qu'au moment de la réception des redevances, celles-ci sont inscrites au bilan, au poste de revenus reportés, et ça, c'est exigé par les normes comptables pour le secteur public. Ce n'est pas nous qui décidons ça. Et elles sont inscrites au budget revenu seulement lorsqu'elles sont utilisées pour le financement des dépenses. Alors ça, je pense, ça répond bien à la première question. La deuxième question, combien il y a dans ce fonds de carrière et sablière? Au rapport financier pour l'exercice 2020, le solde de ce fonds était de 1 612 602 $ et on prévoit que le fonds sera au 31 décembre 2021, au 31 décembre, approximativement de 1 500 000 et quelques dollars près. Et la troisième question, je pense que ça, je l'ai fait dans mes présentations. Le taux de taxation cette année baisse de combien pour compenser l'augmentation des valeurs foncières en général? C'est sûr qu'il y a plusieurs catégories. Exemple, le secteur résidentiel est à 15,2. Il y en a d'autres qui sont à 12, à 10. Ça joue entre 10 et 16 % pour atténuer l'impact du nouveau rôle d'évaluation. Alors, M. Soriol, merci pour vos questions. Et donc, maintenant, on arrive à la levée, si vous permettez, de notre première séance en lien avec le budget. Donc, je vais accepter un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer la levée de la séance. Merci, Je M. l'appuie. Merci.